Bonsoir à tous et bienvenue ce soir en live. Désolé, des petits Ce problèmes soir, de. En live, désolé, des petits ce problèmes soir, de. en live, Mince. Je t'entends plus là. je t'entends plus là. Je t'entends plus là. Est-ce que vous m'entendez? Il y a un super écho, on est d'accord. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que vous m'entendez correctement là ou vous m'entendez en écho? Sauf que si je fais ça, est-ce que là on m'entend mieux? C'est mieux. Alors je suis désolé. Bonjour. Donc je ne suis pas seul ce soir, je suis avec Corentin, c'est ça? Corentin, ouais. Coco, comme tu veux. D'accord, donc je vais l'afficher de ce pas, qui est co-auteur d'un jeu qui est toujours en prototype à l'heure actuelle, qui se nomme Singularity, c'est ça? C'est exactement ça. Singularity is the blackout, pour être Ah, précis. faut être précis des fois. Euh, on va parler de jeu. D'abord, j'ai vu que on va parler de vous, l'équipe, etc. J'ai vu que vous avez commencé par, vous avez un site web qui s'appelle Evolution Edition. C'est ça. C'est ça. Vous avez déjà créé c'est une association, c'est une société, En fait, pour pas s'emmerder, on a direct commencé à créer une boîte, une SAS, parce qu'en prévision justement de vouloir engager des gens, on s'est dit que ce serait plus simple. Et du coup, même en phase de prototype tout départ, on s'est dit que ça serait bien de monter une petite boîte comme ça, pour être plus d'accord. serein après, pour gérer les affaires. Donc vous êtes trois à l'heure actuelle, c'est ça? Sur le projet en tant que tel, on est deux, c'est-à-dire moi et Sébastien, Ouais. et on a engagé un graphiste, du coup Timothée, qui a bossé pour nous pendant un an et demi. Du coup, D'accord. le temps de faire toutes les illustrations Qu'on qu'on voit là. qu'on voit défiler. Euh, Ça fait, parce que ça fait qu'on a combien de temps de développement du projet à l'heure actuelle? Que les Bah, gens aient une nous, idée. sachant que à la base, on est vraiment débutant dans le domaine, donc on est passé par pas mal de phases, et donc là, ça fait 4 ans qu'on est dessus. Mais la version qu'on teste actuellement, ça fait un an qu'on travaille activement dessus. Mais le jeu, il a connu pas mal de hauts et de bas, et surtout de transformations dans le gameplay, dans le nombre de joueurs, etc. Donc ça a eu beaucoup d'évolutions. Et la dernière grosse mise à jour, là, le jeu qu'on peut tester actuellement, ça fait environ un an là qu'on est dessus. D'accord. Cette idée de créer un jeu, elle vous est venue d'où? Ah oui, bah ça c'est un peu le. En gros, moi j'ai rencontré Sébastien dans le cadre d'une association à Montpellier. Et puis on s'est rendu compte tous les deux qu'on était d'anciens gros geeks. Mhm. Et du coup, on a décidé de se challenger en fait sur Bataille pour la Terre du Milieu. Je sais pas s'il y en a qui connaissent, c'est un jeu vidéo où tu peux monter des espèces d'énormes armées et t'affronter pendant des heures et des heures si tu veux sur une espèce de campagne infinie quoi. Et du coup, on était assez compétitifs dans l'âme. Du coup, on s'est dit ok, vas-y, on verra qui c'est le meilleur à l'issue de cette campagne et tout. Donc on a joué. Et je crois que ça a duré genre 20 heures le truc. On n'a pas mangé, enfin on n'est pas sorti pendant 20 heures. On a vraiment vraiment geeké. Et après 20 heures, la bataille finale, ça devait se dérouler avec les grosses armées qu'on avait montées de notre côté. On était trop chaud. Et en fait, il y a eu en fait, on peut faire une résolution automatique du truc. Et en fait, tous les deux, on a cliqué par erreur sur résolution automatique. Bien sûr, on n'avait pas sauvegardé. Et du coup, nos deux combats qui auraient dû se faire en direct, en réel, ça s'est résolu avec deux épées qui se battent comme ça. Et bien sûr, on s'est regardé, on s'est retourné, on a vu, t'as sauvegardé? Non, j'ai pas sauvegardé. Et du coup, 20 heures de perdu comme ça, on est sorti un petit peu comme des zombies dans la rue. Et on s'est dit, quel est ce jeu?
Et Et on a commencé à discuter là sur ça, sur l'idée de créer un jeu en fait à partir de là, plutôt que de jouer. On aimait bien les jeux et on s'est dit bah vas-y pourquoi pas en fait essayer de créer un jeu. Donc c'est comme ça que. euh, la vraie question, je pense que beaucoup de personnes se la posent dans le chat, c'est qui a gagné? Mais justement on saura jamais. C'est ça le On truc. saura jamais. On saura jamais parce que je crois que en fait ah si remarque je demanderai à Sébastien parce il doit y avoir un gagnant mais en fait on était tellement dégoûtés de voir les deux épées qui se battaient comme ça que je crois qu'on n'a même pas regardé l'écran en fait. Alors, je te préviens, c'est que alors sur ma chaîne, il y a un truc qui s'appelle la Rosalouse. Ça veut dire qu'il y a toujours des bugs techniques, des trucs comme ça qui arrivent pendant la soirée. Comme le super écho qu'on a pu vivre au début de la soirée. Euh, Rémi, qui est un pro montpelliérain, dit que la Rosalouse touche tout le monde et ça m'a fait plaisir qu'il y ait des gens qui aient des petites problématiques comme ça, que ce soit dans des jeux vidéo ou dans la vie. Je me sens beaucoup moins seul et je te remercie déjà d'être venu ce soir pour témoigner que la Rosalouse touche tout le monde. Bah ok, ouais, je me sens solidaire aussi. Ouais. Alors, tout le monde est assez unanime sur le fait que les illustrations sont magnifiques. Donc tu pourras remercier Timothée parce qu'il a fait vraiment un beau travail. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser tout au long de la soirée. Je vois que Drust est là. Bonsoir. Drust qui a testé le jeu hier soir avec moi, parce que j'ai refait le didacticiel pour voir si j'arrivais à expliquer le jeu. Et ça s'est plutôt bien passé. Donc assez clair à expliquer. Et les règles Cool. reviennent assez vite. Et ça, c'est très positif. Ok, ouais, c'est cool. On va passer sur donc peut-être vos influences pour la création de ce jeu. Il y a des En termes influences particulières. sur l'imaginaire, tu veux dire? Oui, que ça soit en termes de mécanique de jeu de société ou en termes de. Moi, je vois qu'il y a une inspiration aux jeux vidéo. On en a déjà parlé. Mais est-ce qu'il y a des inspirations, que ce soit sur l'univers, sur les mécaniques Ouais, bah en gros, bah c'est vrai on peut distinguer deux grandes inspirations. Bah il y a d'un côté la mécanique et de l'autre côté la thématique. Ce qui est de l'univers, c'est à peu près la chose sur 4 ans qui a jamais changé. C'est-à-dire que, enfin, ça a évolué, mais en fait, on a gardé un peu l'esprit de base. À la base, on voulait faire un jeu politique. Donc, enfin, on était parti sur un truc très politisé avec des anarchistes, des capitalistes, des altermondialistes, bah, de la cybersociété qui était là quand même. Parce qu'on imaginait le monde de demain en fait, un monde du futur où tout le monde serait un peu séparé et tout. Et on était parti sur ce délire-là, et puis rapidement en fait, on s'est dit mais que ça nous mettait trop de contraintes en fait, et c'était trop compliqué, trop. Enfin, en termes de création, pour être cohérent, pour ne choquer personne, ne blesser personne et être libre en fait de dire ce qu'on veut, c'était beaucoup trop contraignant en fait de coller trop à la réalité qu'on a aujourd'hui. Du coup, on a gardé un peu cet esprit de 4 factions, de 4 visions du monde, et ça s'est dérivé justement dans les rénitents, qui étaient qui sont un peu les résistants, qui vivent dans les souterrains, etc. Les pacificateurs en fait, qui contrôlaient le monde avant l'arrivée de Nora, du coup, là, peut-être qu'on va en parler après. Et les gardiennes, donc, qui sont plutôt dans la nature, qui ont réussi à garder un statu quo en fait, dans les dernières forêts du monde, et qui ont hybridé la nature. En fait, elles ont réussi à faire évoluer les arbres de plusieurs millions d'années d'évolution en quelques décennies, et du coup, ils sont devenus peu mutants, hyper puissants. Du coup, elles sont alliées avec les arbres. Et les derniers, c'est la cybersociété, donc ils sont hyper technologiques, bah, tout dans le délire cyberpunk, etc. à fond. Donc voilà, c'est Aaron qu'on voit là. Et à partir de cet univers-là, c'est vrai que sur 4 ans, on a gardé cette structure-là de 4 univers bien distincts. Et du coup, à la base, on était parti sur un jeu de pur affrontement à 4 joueurs sur un monde ouvert de tuiles, un peu à la Mage Knight, pour ceux qui connaissent. Mhm. Oui. Euh, Très bon et choix. du coup, ouais, bah, c'était un jeu qui a été un gros coup de cœur pour nous, on a vraiment beaucoup kiffé. Et du coup, on a essayé de faire à notre manière dans un monde un peu plus ouvert, avec des systèmes de cartes, avec des combos asymétriques, etc. Mais en fait, très rapidement, on s'est rendu compte que c'était un peu trop ambitieux pour nous.
C'est-à-dire, nous, c'est notre premier jeu. Et en fait, on a eu des limites en fait de conception, d'équilibrage, à savoir que équilibrer du compétitif, de l'affrontement, qu'on aime beaucoup, hein, mais c'est super super compliqué. Enfin, peut-être qu'il y en a qui arrivent facilement, mais en tout cas, nous, on a vraiment galéré. Parce qu'en fait, les gens sont beaucoup plus tatillons quand il y a une erreur d'équilibrage, quand c'est du compétitif, que quand c'est du coopératif. Du coup, c'est un truc qui nous a fait changer de bord à un moment. On est passé du full compétitif à 4 joueurs, ou full coopératif à 2 joueurs. Et le choix aussi de passer à 2 joueurs, c'est parce que, par exemple, pour reprendre Matchday comme exemple, Matchday, c'est un jeu qui se dit à 4 joueurs, mais finalement, à 4 joueurs, c'est quasiment injouable parce que c'est trop long. Et du coup, nous, à 2 joueurs, on voit que ça fonctionne, qu'on peut avoir une grande richesse de gameplay. Et plusieurs fois, on nous a dit, mais pourquoi vous le mettez pas à 4 joueurs? Les éditeurs, ils seraient plus intéressés à 4 joueurs, etc. Mais en fait, on serait obligé de faire des sacrifices de gameplay et de richesse parce que ça serait trop long aussi. Et en fait, on veut pas. En fait, on veut un jeu qui soit bien calibré pour 2 joueurs et qui soit pas trop long, que t'aies pas à attendre en fait genre 3 tours, enfin 3 tours de joueurs pour jouer ton tour quoi. Donc c'est un peu le. Là, désolé, j'ai un peu switché entre l'univers et les mécaniques. Pas de souci, je pense qu'on reviendra de façon un peu dessus. Alors, on a fait un truc. Je vais couper ça pour être sûr. On a fait un test. On va passer des vidéos qui expliquent un peu le fluff parce que tu en as parlé, mais qui sont ce que tu lis dans le bouquin de campagne en fait au début. Donc, on nous a préparé ça et comme vous le savez, comme d'habitude, ça n'a pas été testé. Ne faites pas ça chez vous. Donc, je vais essayer de voir si la vidéo et le son sont assez bons. En 2078, la corruption, le vol des datas, le piratage, les virus, le crash des objets connectés et les usurpations d'identité avaient conduit le monde au bord de l'implosion. Les 4 grandes factions, les pacificateurs, les gardiennes, la cybersociété et les rénitants, étaient prêtes à s'embraser en entraînant toutes les autres factions mineures avec elles. Mais un événement mit fin à l'escalade. Nora, une créature hybride mi-humaine, mi-machine, déclencha le blackout. En quelques secondes, c'était plus de 900 étaoctets de données qui furent vaporisés. Elle créa le Bridge, une fédération mondiale qui rapidement fut rejointe par la quasi-totalité des factions de la planète. Le monde était prêt à être reconstruit, et c'est elle qui en serait l'architecte. Donc, voilà. Donc là, on a toute l'histoire avec Nora, qui est une hybride qui a pris le contrôle de la planète. C'est à peu près ça. Parce que Ouais, c'est ça. C'est ça. je le refais de tête. Donc ça, c'était vraiment le début de votre conception. C'est en gros, il fallait un monstre. Bah, c'est pas exactement le début comme tu as dit, mais si je comprends bien, il fallait en gros avoir un méchant. Et c'est En fait, comme ouais. ça que vous avez amené les choses ou... Ouais. D'ailleurs, ça me fait penser à une anecdote. En fait, pourquoi ça s'appelle Singularity the Blackout? C'est parce que on imaginait qu'est-ce qui ferait qu'il y aurait un changement radical dans le monde. Euh, on imaginait des catastrophes, etc. Et puis on s'est dit, bah tiens, un blackout, c'est vrai que ça peut faire vraiment beaucoup de changements. Et je me souviens, on discutait de ça, et au moment où on a dit le mot blackout, il y a eu un blackout dans le quartier, et la lumière s'est éteinte. Je me souviens, on avait un peu halluciné sur le coup, on s'était marré quoi. C'est un Et du signe. coup, voilà, c'était un signe, et du coup, on a gardé ce nom blackout. Et en fait, Nora, on s'est demandé comment en fait ça aurait pu être amené, par qui ça aurait pu être amené. Et j'aime beaucoup l'intelligence artificielle. J'ai fait un mémoire dessus. Et puis la science-fiction en général sur les IA, ça me passionne sur la conscience, tout ça. Et du coup, on en a discuté. Et puis finalement, ce personnage Nora a commencé à naître. Et finalement, on a imaginé effectivement un être mi-hybride, mi-machine, mi-humaine, mi-machine qui en fait serait un peu le mythe qu'on peut voir dans beaucoup de science-fiction hein, de la singularité, qui en fait dépasse tout entendement humain et qui fait des moves qu'on peut pas prévoir. Et ce move-là, par exemple, c'est le blackout, c'est le départ du jeu. Et c'est comme ça qu'elle va réussir à. On découvre après pourquoi elle a fait le blackout. On comprend pas trop au début pourquoi elle l'a fait. C'est quoi ses intentions profondes. Quel est son but final en fait. Ça, on sait pas exactement au début, mais on le découvre au fur et à mesure. On le découvre et parce qu'il y a un personnage, un autre hybride qui s'appelle Kala, c'est ça?
qui C'est ça. entre donc je vais mettre la deuxième vidéo. Je m'appelle Kala et je suis une des premières humaines hybridées par Nora. Je l'ai longtemps considérée comme mon mentor et mon amie. Mais un jour, j'ai découvert ce qu'elle gardait caché aux yeux du monde et j'ai compris ses véritables intentions. Nora n'a jamais voulu sauver l'humanité, bien au contraire. Il est dit que rien ne peut échapper à sa connaissance. Il est dit qu'elle sait tout, que tout est prévisible à ses yeux quasi divins. Elle a su que je savais et elle a lancé le bridge et ses agents à ma poursuite. Désormais, je suis la seule à connaître le danger que représente Nora. Ce qui m'a permis de m'enfuir, c'est mon pouvoir d'hybridation. Quand je suis en danger de mort, ma conscience peut remonter dans le temps. J'actualise alors mon présent avec un souvenir du futur. Toutefois, chaque utilisation m'épuise énormément, et je n'ai jamais pu remonter au-delà de 17 jours. Cela suffira-t-il ? Re, j'en ai profité pour aller chercher Ouais. mes fiches. Donc Kala, qui est une hybride qui a été créée par Nora, qui va être en gros le personnage qui va aller chercher les héros et essayer de justement contrer la menace de Nora, c'est ça? Exactement ça. Parce que du coup, les 4 héros qui sont issus des 4 grandes factions, à la base, c'est des factions qui se font la guerre depuis des années et des années. Tous les opposent. Et en fait, Nora, en créant le bridge, elle a réussi à rallier toutes les factions à sa cause. Mais le problème, en fait, c'est qu'elle a elle a un plan secret. Et son plan comprend le fait de capturer certaines personnes. Donc ces personnes-là, bien sûr, ce sont les 4 héros. Et Kala va réussir à les récupérer en fait avant Nora. C'est comme ça part en fait. Et du coup, ils sont un peu ils sont très très différents et ils se retrouvent un peu liés par la force des choses à devoir lutter ensemble contre Nora. On va revenir dessus juste après. Rémi, R comme Rémi vous demande si vous lisez beaucoup de science-fiction et si ça vous influence beaucoup dans l'écriture des scénarios du jeu, quoi. Moi j'adore la science-fiction. Ouais, franchement, je pense que la science-fiction c'est ce qui m'inspire. J'ai l'impression qu'on invente jamais rien, tu vois. J'ai l'impression que tu fais que traduire à ta manière en fait des trucs que tu vois un peu partout et tu dis ce que tu penses de ce sujet-là à ta manière. Et, euh, et moi, je peux citer tous les grands films de science-fiction, que ce soit Matrix, etc. Mais il y a un auteur qui m'a pas mal plu, c'est Damasio, bien sûr, hein, Damasio, Les Furtifs, La Horde, tout ça. Mais aussi, étonnamment, Lovecraft, donc pour ceux qui connaissent. Je les ai écoutés quasiment tous en audio. Je vous les conseille, c'est en audio, c'est lu en plus magnifiquement bien. Et en fait, j'ai découvert en fait que c'était un des premiers auteurs de science-fiction en fait, puisque tout l'univers de Lovecraftien, c'est des extraterrestres qui viennent d'une autre dimension, dans le néant et tout. Et j'ai beaucoup aimé en fait Lovecraft parce que je trouve qu'il a le côté technologie, extraterrestre, etc., hyper avancé, et en même temps le côté un peu fantastique, horrifique. Et je sais pas si je t'ai transmis des images des hybrides, mais en fait c'est un peu le style qu'on a essayé de retrouver même dans la notion d'hybridation. C'est que c'est pas de la pure science-fiction, il y a un petit peu un côté fantastique, un peu à la Lovecraft. Moi je sais que j'aime beaucoup sa façon d'écrire et sa façon d'amener l'horreur et l'étrange en fait. Et du coup, bon là c'est pas du tout hein, dans le truc horreur, mais il y a beaucoup d'inspiration effectivement de Lovecraft. Et bien sûr le Frankenstein de Mary Shelley aussi, qui inspire dans la création mais là j'en dis trop je pense, mais voilà. Non, non, jamais. Non, je pense que ça intéresse. Enfin, vrai, c'est Lovecraft. Je pense que ça a inspiré beaucoup de monde et c'est un peu normal. Lovecraft en manga, c'est vraiment top. Ah, je ne connais pas Je du connaissais tout pas non plus. la Ouais. version manga, mais pourquoi pas. Euh, Un de mes auteurs préférés, de Sir Coelric, qui a l'air de déjà connaître Singularity. Ah ouais, Cyr, ah bah oui, ouais, c'est un Donc, testeur, ouais. donc On a testé bienvenue à ensemble. lui ce soir.
On reviendra à la fin sur les tests et tout. Ça va être un peu la dernière partie de soirée. Donc, on va passer maintenant sur justement la présentation de ces 4 factions et surtout des 4 héros que vous pourrez incarner dans le jeu. Donc, je mets la 3e vidéo. Dune est l'ancienne leader de la faction des Gardiennes. Grâce à une technologie de bio-ingénierie unique au monde, les Gardiennes ont pu faire évoluer la faune et la flore à un point dépassant l'imagination. Ces dernières ont gagné plusieurs millions d'années d'évolution en quelques décennies. Des rumeurs prétendent même que les Gardiennes pourraient contrôler des arbres mutants. Ayant tout misé sur la technologie, les cyber ont la connaissance comme valeur et la sagesse comme force. Aaron est considéré comme un des plus grands génies de sa génération. Il est spécialisé dans le fusionnisme de haut niveau, technique périlleuse qui permet la jonction de l'esprit humain et l'esprit de la machine. Toutefois, les sages de sa cité lui ont souvent reproché son impertinence. Avant le blackout, grâce à leur maîtrise de la radioactivité et leur contrôle d'une armée d'androïdes MK, les pacificateurs dominaient largement les autres factions. Après une jeunesse ingrate, Damazen a gravi les échelles du pouvoir à la sueur de sa masse et de sa détermination. Quand il a rejoint les Cerbères, une section secrète chargée d'éliminer des éléments gênants, Damazen s'est juré une chose, ne rien devoir à personne. Les pacificateurs les considéraient à cause de leur insoumission comme une tumeur qu'il fallait éradiquer. C'est de là que leur vient leur nom, la rénitence, ceux qui résistent au traitement. Retranchés dans leur galerie souterraine avec la liberté comme seul horizon, les rénitants n'ont jamais cédé à la pression. Inséparables et impitoyables, Eyota et Sayen ont prouvé leur valeur et sont désormais des Oméga, des guerrières d'élite de leur faction. Donc voilà, dans ces 4 factions qui sont très différentes et comme on a pu le voir et t'en as parlé juste avant. Maintenant en jeu, ça va se représenter par des capacités ou des fonctionnements différents. Parce que maintenant, on va parler un peu d'un sujet qui peut intéresser certaines personnes, qui va être les mécaniques. Mais avant, vu que les audios ça rend vraiment bien et que Vorpal Mout dit qu'il y avait un joli travail de lecture pour les audios, vous pouvez remercier Devontard qui est dans le chat, qui s'en est occupé tout à l'heure. J'ai hâte d'écouter ça. Je t'enverrai les. Je mettrai les. Je pense que je les mettrai sur les vidéos unitairement sur mon YouTube. Je t'enverrai les liens. Ça marche, merci. Si tu as besoin de les utiliser, je pense que. On demandera à madame, mais je ne pense que ça ne la dérangera pas. Donc maintenant, on va parler un peu de tout ce qui va être. Alors, mécanique et plutôt style de jeu. Parce que. Quand j'ai vu le truc, j'ai vu sur l'Instagram, c'est du deck building évolutif, jeu narratif, legacy coop et un peu roguelike. Comment dire, ça fait beaucoup et quand on voit ça, on se dit un petit peu, je suis pas sûr quand il y a trop de mécanique, au bout d'un moment, on se demande si ça passe vraiment, quoi. Alors, Ouais. j'ai testé un peu le jeu, je pense que ça peut passer très très bien. J'ai pas tout testé, bien sûr, je n'en suis qu'à mon début, mais j'ai envie de voir la suite. Et ça, c'est positif. C'est le Donc, seul... ouais. euh, C'est le plus important. Quand tu testes un jeu, le seul critère, c'est est-ce que tu as envie de continuer, quoi. c'est exactement ça. Le premier truc qu'on a pu voir là, c'est le côté narratif. Donc en fait, ça va nous emmener dans une histoire avec cette Kala qui vient nous chercher, qui a réussi à remonter le temps de 14 jours. Donc, si je comprends bien ce que tu m'as dit, on a 8 scénarios, ça va se passer sur 8 scénarios où on va devoir avoir des objectifs de scénario, mais avec des directions, en gros des choix à faire pendant les scénarios qui vont nous amener à différentes possibilités. Donc un jeu narratif où on va prendre des décisions en tant que héros, ou en tant que groupe d'héros même, je dirais. Donc c'est là, comme tu l'as mis aussi à un moment donné, c'est un peu au style des livres dont on est le héros. Ouais. Voilà. Donc ça sur 8 scénarios. Donc ça reste du jeu, si je comprends bien, est-ce que tu m'as dit, ça reste du jeu quand même qui a une certaine rejouabilité si on aime être complétionniste et faire à peu près tous les choix possibles dans le jeu.
on peut recommencer avec un nouveau perso, essayer de retester une direction différente, ce genre de choses. Ouais, c'est ça. Bah, du coup, le livret de campagne, en fait, plus ça va, et plus, en fait, au début, le didacticiel que tu as fait, Mhm. c'est des choix assez limités. Finalement, c'est est-ce qu'on fonce dans le tas, et où est-ce qu'on décide de pirater plutôt que se battre. C'est des choix très simples, mais plus ça va, plus il y aura des choix qui vont changer la nature du scénario, et qui vont changer, en fait, la manière dont tu te bats contre les ennemis, et même les ennemis que tu rencontres, en fait, en fonction des choix que tu fais. Et du coup, comment ça fonctionne? C'est que dès que tu fais un choix qui a une importance dans le scénario, tu vas cocher l'expérience qui est associée. Et du coup, en fonction des fois où on va te dire, si vous avez coché l'expérience bras arraché, par exemple, et ben du coup, il va se passer quelque chose. Et si tu l'as pas coché, bah tu sais pas ce qui se serait passé en fait. Tu D'accord. découvres en fait au fur et à mesure. C'est ça, c'est en ça que c'est assez. La surprise est toujours garantie dans le sens où tu sais pas ce qui se serait passé si tu n'avais pas fait ce choix-là. Oui, Du coup, parce que en fait, alors on va dire rendre ça un peu plus palpable, dans le didacticiel, en fait, on a un contrôle qui se fait et on a le choix d'être bourrin, pas trop bourrin, ou même, je crois, d'esquiver le combat, je suis pas sûr. Parce que j'ai fait qu'un choix. Et par exemple, nous, si on avait pris la solution d'être bourrin, donc résultat, en fait, on commence le combat avec un malus sur les ennemis, c'est ça? ça, Dans le on se didacticiel. blesse. Dans le didacticiel, si je me souviens bien, on se blesse, c'est-à-dire qu'on perd un PV dans le sens où Ouais. on a fait les bourrins, on prend une petite blessure. Mais par contre, comme on prend de l'avance sur les ennemis, finalement, on leur inflige une fragilité, donc c'est une mécanique qui permet d'infliger plus de dégâts aux ennemis. Et en Ok. fait, à chaque fois qu'il y a des choix, on essaye de toujours les traduire de manière cohérente dans les mécaniques de jeu. Le narratif va vraiment influencer de manière cohérente comment tu vas combattre en fait Donc, tes ennemis. donc à un petit niveau, sur le didacticiel, en gros, la façon dont va se passer le combat elle va être différente en fonction du choix qu'on fait. Mais plus loin dans l'aventure, ça va être des choix vraiment qui vont apporter beaucoup plus de consistance au récit et qui vont être, on va dire, beaucoup plus punitifs, je pense, si je comprends bien comment évolue le jeu. Ouais, c'est typiquement en fait, bah, sans spoiler, hein, c'est que des fois il y a des directions, il y a un personnage qui va dire bon, on va aller plutôt dans ma planque, et du coup là le scénario va se passer dans la planque des Rénitans, ou l'autre qui dit non, je préfère aller dans la taverne de je sais pas quoi, et du coup le scénario va se passer là-dedans. Et du coup ça change totalement l'univers en fait du scénario, les rencontres que tu fais, les cartes que tu vas débloquer, les choix immersifs que tu vas pouvoir faire aussi. C'est Même si les combats, les ennemis que tu vas rencontrer, ça va être souvent, par scénario, c'est les mêmes, même si ça change à chaque scénario. La manière dont tu les combats, c'est totalement différent. D'accord. Maintenant, ces quatre héros, ils ont des habilités différentes, etc. Et là, je pense que vous avez fait un très bon choix. C'est que vous avez un jeu, j'ai envie de dire asymétrique, mais c'est pas exactement le mot. Mais c'est en gros, c'est du deck building et chaque héros va avoir un deck de départ différent qui va correspondre à ses habilités propres et à ses compétences qui dépendent de sa faction, en fait. Si je C'est résume ça. bien. Ouais, c'est ça. Ce qui permet d'avoir une vraie différence de jeu entre tel ou tel héros. C'est pas. Et c'est vrai. Moi, ce que j'en ai vu, on n'en voit que deux dans les tests, hein, mais c'est des héros qui sont vraiment qui ont des mécaniques très différentes. Voilà. Donc, c'est pour ça que vous avez choisi le deck building ou c'est une envie de faire du deck building parce que le deck building c'est trop cool. Bah, en fait, à la base, il y avait, alors, au tout début du jeu, quand c'est du compétitif, il y avait même pas de cartes. Et en fait, c'est que le choix du deck building s'est un peu imposé à nous en termes de, c'est pratique en fait. C'est pratique d'avoir euh, beaucoup d'informations que tu découvres au fur et à mesure, surtout quand c'est de la symétrie en fait. Et du coup, en fait, d'un point de vue pratique, ça s'est imposé un peu à nous quand on a fait les mises à jour. Et parce que du coup, on aime beaucoup la symétrie avec Sébastien. C'est dans les jeux, c'est ce qui nous plaît, de pouvoir justement tester une asymétrie à fond et explorer le truc.
Et du coup, c'est vrai que le deck building permet de faire ça de manière hyper pratique, quoi. Et puis en plus, bah, du coup, c'est une mécanique. Là, on n'a rien à inventer. C'est-à-dire que c'est une mécanique qui marche très bien. Et du coup, ça nous permet de nous baser sur quelque chose qui fonctionne pour pouvoir innover à notre façon. Donc peut-être qu'on en parlera après, comment nous, on innove dans notre deck building. Euh, Bah, comment on innove, c'est avec le côté évolutif. Où là, en fait, là, je trouve que votre influence, elle s'approche pas mal, comme je vous l'ai dit, de jeux vidéo qui se font et qui ont pris cette mécanique de deck building. Parce qu'en numérique, c'est hyper facile d'améliorer justement ces cartes parce que tu peux créer beaucoup plus de contenu, ça coûte moins cher qu'un million de cartes. C'est clair. Vous êtes parti sur ce côté-là où en fait après chaque, je sais pas si c'est chaque combat ou chaque scénario, vous allez avoir la possibilité d'améliorer votre deck et de le spécialiser dans une parce qu'en fait un deck va avoir plusieurs directions possibles, c'est-à-dire qu'il va avoir plusieurs façons d'être joué. Et vous allez avoir la possibilité de aller plus vers une direction qu'une autre avec les différentes cartes que vous allez pouvoir rajouter dans votre deck ou améliorer. C'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Et quand tu fais référence aux jeux vidéo, bah, on peut citer Slay the Spire ou Grifflands, Oui, euh, qu'on a, qu'on a beaucoup aimé. Bah, d'ailleurs, Grifflands fait du narratif et du deck building, oui. contrairement à Slay the Spire. Oui, je l'ai pas C'est encore vrai que ça. essayé, mais il était très bien. Et il a un côté double deck, ou je sais pas politique, mais tu peux faire des combats de charme ou Diplomatie, je d'intimidation crois. au Ouais, lieu ouais, de je sais faire plus. de la bastonnade. Donc c'est un peu Ouais. plus, c'est un double deck que tu peux améliorer. Soit tu deviens un peu plus beau parleur ou tu es un mec super agressif et tu tabasses tout ce qui bouge. Non, c'est un jeu qui a l'air super sympa. Et Ouais. justement, je trouve que les codes de ces jeux-là, qui sont pour moi très compliqués en jeu de plateau à avoir, j'ai l'impression que c'est hyper fluide dans les tests que j'ai fait avec vous. J'ai l'impression que c'est très très fluide, cette mécanique d'évolution. Elle est presque naturelle en plus. Donc je trouve ça très intéressant. Et c'est un petit bonus aussi que je trouve qui est que vous allez. Le jeu est très simple à prendre en main parce qu'en fait, au début, il y a très peu de choses à savoir. Et c'est au fur et à mesure que vous jouez que vous allez débloquer des choses qui vont complexifier le jeu. Donc en fait, vous apprenez en même temps que vous avancez dans le jeu. Ce qui veut dire que c'est très simple à expliquer, on est très vite dedans. Et bah, résultat, c'est très bien parce que moi, les jeux où il faut passer 2 heures à lire des règles, Ouais, non, mais ouais, euh, c'est pareil. j'adore Magic Knight, mais la première fois que j'y ai joué, j'ai versé une petite larme Ouais, c'est pareil. Ouais. parce que j'ai mis du temps. Mais voilà. Euh, donc c'était une volonté je vais dire copier, mais de vous inspirer de ces jeux-là ou c'est Ouais, venu naturellement? bah, clairement, en fait, on s'est inspiré. Bah, à la base, nous, on avait nos mécaniques en tête, c'est-à-dire qu'on savait quel type de personnalité on voulait donner à nos decks, parce que c'est quelque chose qui est resté en fait depuis le début. Et en fait, quand on a découvert ces jeux-là, on s'est dit, mais en fait, ok, il y a moyen de faire un truc, de le traduire en jeu de plateau, de prendre. Il y a des trucs qui n'étaient pas possibles, hein, on peut pas faire du copier-coller, il y a plein de choses qui marchent pas. Il y a des Euh, mécaniques qui sont pas gérables en physique en fait. c'est ça, c'est ça. Et du coup, bah, on s'est inspiré. Oups, je crois qu'il y a une coupure. Attends 2 secondes. Vas-y, tu peux recommencer ta phrase parce que ça va couper. Bah, typiquement, tu vois, les cartes ennemies, dans Slay the Spire, tu peux voir en fait si l'ennemi va t'attaquer ou s'il va se défendre. Et là, en fait, on a retraduit ça avec les cartes manœuvres. C'est des cartes ennemies que tu poses devant l'ennemi, qui vont changer à chaque tour. Et en fait, sur la carte, tu peux voir si l'ennemi va faire des dégâts, mais tu sais pas combien. Tu sais s'il va se défendre. Tu sais s'il va se préparer à une incantation, on a appelé ça. Et en fait, tu peux briser l'incantation en faisant un nombre de dégâts, etc. Donc, il y a une partie d'information que l'ennemi il a en mode
ouvert. Et quand on va découvrir, lors de son tour, on va découvrir en fait le nombre de dégâts qu'il va faire exactement, les effets offensifs qu'il va faire exactement. Donc il y a une partie de mystère qui permet en fait de faire des stratégies, mais de pas tout calculer en fait. Tu es obligé de faire des conjectures un petit peu. Donc ouais. Bah ça, j'ai trouvé que c'était très intelligent et c'est ça que je trouvais très difficile à remanier en jeu de plateau, en jeu de plateau physique. C'est parce que quand j'ai joué à Slay of the Spire, c'est vraiment le truc qui me dit ouais, mais t'auras un deck de cartes immense, c'est hyper compliqué à gérer, etc. Tu- Et là, ça se fait assez simplement et hyper rapidement. Donc non, non, vraiment, vraiment, j'ai été étonné positivement là-dessus et je trouve que c'est une bonne idée. Sinon, si, alors, on a parlé du côté narratif, du deck building, du côté évolutif. Maintenant, il y a le côté coop. Bon, bah, parce que c'est un jeu coop, voilà. Donc, il y aura la possibilité aussi de jouer en solo. Donc, c'est du. Mais là, alors, tu m'en as parlé vite fait. C'est la possibilité. Parce qu'il y a des gens qui adorent jouer en solo. C'est. Ouais. Voilà. Je n'en fais pas partie. Je fais partie des gens qui aiment qui jouent aux jeux de société pour le côté société. Mais je connais beaucoup de monde qui adore les jeux solo ou qui font beaucoup de jeux solo. Donc, la partie solo, comment elle va se passer? Parce que tu m'as dit que ça va être. Déjà, on va parler de solo duo dans le sens où on va toujours jouer deux personnages. Ouais. Bah, en fait, Euh, en fait dans tous les cas, en fait, on est considéré comme étant toujours tous les quatre héros ensemble. Et j'en ai pas parlé, mais en fait, il y a les cartes intervention qui sont en fait des cartes que chaque joueur peut choisir. Et en fait, ça simule le fait que les deux autres joueurs, les deux héros que tu n'incarnes pas, sont quand même là. Et du coup, ils vont quand même pouvoir intervenir via des actions spéciales assez stylées. Et du coup, en fait, on a gardé cette idée dans le pur solo, où du coup, tous les héros sont toujours là. Et en fait, là, on est en train de tester actuellement, donc voilà, je peux pas. On n'est pas sûr à 100% que ça va rester exactement comme ça, mais en gros, l'idée, et pour l'instant ça fonctionne, ça va être de finalement cumuler les decks. C'est-à-dire qu'on va incarner les deux héros, mais on va mixer les decks et du coup se faire un gros deck building. Et c'est vrai que pour le peu qu'on a testé, c'est très plaisant parce que du coup on peut, avec un seul deck, tester plein de combinaisons différentes, faire des synergies entre deux decks. Et, euh, et voilà, donc en fait on a plus d'énergie, parce qu'on dépense de l'énergie pour jouer ces cartes. Et là tu as plus d'énergie parce que tu es cumulé. Et tu peux jouer t'as une main de. Si on a essayé là, c'était 8 ou 10 cartes. Alors, on est en train d'hésiter entre ces deux nombres. Et du coup, c'est avec ces 8 ou 10 cartes que tu peux jouer ton tour. Et donc, ça simule en fait le solo, quoi. euh, Faudrait que j'essaye quand même pour voir ce qui. Je pense que voilà. On va parler un petit peu de. En fait, je peux pas aborder la partie test parce que on va finir sûrement par ça. Mais on va revenir dessus après. La partie. Alors, la partie Legacy. Pourquoi vous appelez ça un Legacy? Pourquoi vous abordez ce côté Legacy en fait? Bah, Legacy dans le sens non destructif, c'est-à-dire que tu casses pas le matériel, Ça fait mais, plaisir. dans le sens, ouais, j'avoue. Et dans le sens bah, où tu vas cocher des expériences, et du coup, en fonction de tes choix, les scénarios suivants seront pas pareils. C'est ça le côté legacy, héritage d'un scénario à l'autre. Et aussi le fait, bien sûr, que tu conserves ton deck entre les scénarios. Du coup, en fonction des choix de deck que tu as fait, bah, tu vas pas avoir le même deck d'une partie à l'autre. Il y a, Enfin, d'une campagne à l'autre, mais tu conserves le deck. il y a Askip qui dit qu'il va falloir tester ce mode solo, mais ça fait deux fois plus d'équilibrage sur un deck building où on peut orienter différemment les évolutions de deck. C'est un challenge. Ouais, non, Euh, c'est vrai. Et d'ailleurs, ouais, j'en profite pour remercier Aski, qui est un testeur aussi et qui nous a beaucoup aidé. Bah, de toute façon, tous les testeurs, franchement,
on s'en rend compte au fur et à mesure qu'on crée le jeu, mais c'est pas possible de faire un jeu sans testeur de qualité. Et c'est vrai qu'Aski, on l'avait rencontré sur Code, il nous avait contacté suite à ça. Et en fait, on a tout. Enfin, c'est assez ouf comment des fois des regards extérieurs, mais très précis, très experts du jeu en fait, viennent te donner des petits détails, un peu des points de vue d'orfèvre sur des petits détails de règles qui étaient pas clairs et tout. Et en fait, ça fait avancer le jeu énormément quoi. Là, ça fait 2 mois que Kaski suit de temps en temps le jeu, qui travaille sur. Finalement, le jeu, il avance beaucoup mieux avec les testeurs, quoi. C'est assez hallucinant. Donc, merci Aski, j'en profite pour te le dire. J'ai dû m'inscrire sur Twitch à cause de vous. Oh, c'est gentil d'avoir fait cet effort. N'hésite pas à follow la chaîne. C'est gratuit. Euh, Non, mais moi aussi je fais un peu. Alors moi je vous connais, bah, je vous ai rencontré il y a une semaine et demie, hein, je crois que ça fait pas tant que ça. Merci Varpal pour le follow. Donc moi j'ai commencé les tests. Par contre, comme je vais peut-être faire une émission sur des tests de prototypes, comme je t'avais dit. J'ai proposé déjà, j'ai commencé à proposer ton jeu à mon groupe de testeurs. Donc on a Drust qui est Drust qui en fait partie, il y a Bac aussi qui en fait partie, qui devait tester hier mais qui n'a pas eu le temps. Donc je pense qu'on essaiera peut-être pas qu'on sera des gros testeurs, on va dire, très très actifs tout le temps, mais on fera des petites... on se renseignera sur le jeu et on essaiera d'en parler sur les émissions pour voir les évolutions, où vous en êtes dans votre développement, etc. Ouais, ouais, avec plaisir. Donc voilà. Et le dernier point, après le Legacy, c'était la partie roguelike. Donc pour l'instant, c'est pas exactement un roguelike, on est d'accord. C'est ça. Alors, bah, en fait, c'est parce que là, pour l'instant, là, il y aura 2 modes de jeu dans le jeu. Il y aura le mode campagne que tu as testé, ce Mhm. sera sur 8 scénarios. Et il y a un mode mission sur lequel on est en train de travailler. Et ce sera un mode qui se rapprochera là beaucoup plus du roguelike, dans le sens là où il n'y aura pas d'histoire, il n'y aura quasiment pas de RP. Ça sera juste des petits choix très très rapides. J'aurais dû t'envoyer un visuel pour te montrer un petit peu. Mais du coup, là, l'idée, ça serait d'affronter des ennemis, de faire des petits choix, genre est-ce que je me repose, ou est-ce que j'améliore une carte, ou est-ce que je fais ça, ou est-ce que je fais cette rencontre à risque, dans le but d'aller de plus en plus loin et de réussir la mission, qui est de battre le boss final. Donc là, clairement, Le schéma là, c'est classique, classique. je vois tout à fait. Et là, c'est vraiment dans l'idée que ceux qui aiment pas trop l'histoire, ou qui sont confinés, qui veulent juste tester le deck plutôt, en fait, là, ils peuvent juste faire du pur deck building et tester des missions encore et encore. Ouais, donc là, on se rapproche un peu plus sur du JCE où tu fais essentiellement du combat là, mais vraiment pour tu vas voir comment tourne ou quels sont les meilleurs decks en fin de voilà. À savoir que c'est très difficile en mode campagne d'arriver à avoir un deck optimisé à 300% parce que tu dois faire des choix à des moments, mais sur des cartes aléatoires. C'est-à-dire que tu peux ne pas avoir les cartes que tu veux en fait. Je parle des cartes amélioration, je crois. C'est Non, ça, ouais. je me suis peut-être trompé là, mais En gros, soit tu peux améliorer ton deck avec des cartes. Le deck de base, il y a 12 cartes, mhm. et les 12 cartes peuvent s'améliorer avec 2 cartes. Donc tu as le choix entre 2 cartes. Et au fur et à mesure, dès que tu gagnes un combat, tu vas pouvoir choisir parmi 3 cartes avancées. Et du coup, tu as le choix entre 3. Mais effectivement, ces 3 cartes avancées, si tu tombes sur 3 synergies que tu veux pas du tout, bah effectivement, là, t'es un petit peu bloqué. Mais normalement, il y a toujours une carte qui convient. Oui, Quelle est oui, la, quelle est la- mais c'est vraiment si tu es dans l'optimisation pure, tu peux peut-être avoir une petite divergence par manque de chance en mode campagne. C'est ça, ouais. Ouais, ouais. Alors ça fait partie du plaisir aussi, c'est de savoir s'adapter ou pas, hein, mais faut savoir s'adapter quand même de temps en temps. Il y a des fois, tu peux être un peu frustré. Ouais. Alors, là, on va sortir un petit peu du jeu. Le problème, c'est que les PNG, j'arrive pas à les mettre en. Parce que je voulais montrer d'autres choses.
Est-ce que t'as des visuels sur le site peut-être de cartes ou quelque chose ou pas du tout? Euh, Pas encore, non. On les a pas mis. Bon, bah, pas grave. Je vous laisserai aller découvrir ça après. Est-ce qu'il y a des sujets sur ces mécaniques ou autres que tu as envie de peaufiner ou de parler? Après, avant qu'on parle du sujet, où est-ce que vous allez à partir de maintenant? C'est-à-dire, parce que là, on va aller dans le futur là bientôt. Ouais, ouais. Mais est-ce Bah que là, sur, tu veux revenir sur un truc dans le jeu? Sur le bah, jeu? juste sur les mécaniques, là, on est en train de finir les gardiens, Dune des gardiennes et Eren de la cybersociété. Donc, euh, donc on va tester ça. On a hâte de faire tester ça aussi aux testeurs. Mais c'est les gros points là qu'on teste actuellement. On a aussi quelques petits trucs, voilà, on veut peaufiner aussi des trucs sur le système d'amélioration de cartes. On pense à un arbre de compétences, mais voilà, j'en dis pas plus parce que on est en train de réfléchir dessus. Si vous avez des questions, je vous en prie, vous pouvez les poser maintenant. Il y a Skip qui dit qu'il n'a pas l'impression que ce jeu soit un jeu d'optimisation pure. Il y a une histoire et des choix narratifs qui pèsent pour l'immersion et n'optimisent rien du tout. Je suis assez d'accord avec lui. Je suis assez d'accord avec lui et moi je trouve que le côté un peu aléatoire de ce qui arrive, c'est ce qui va permettre aussi que tu prennes du plaisir à rejouer parce que tu as envie de tester un petit truc ou tiens, ah bah tiens, ces deux cartes elles combotent bien, ça me donne une idée. Moi, c'est ce petit côté plaisir aussi de pas savoir exactement sur quoi tu vas tomber. Ça peut donner envie de rejouer avec le même perso pour essayer autre chose. Et quand on aime un jeu, le plaisir de le retrouver, mais dans d'autres circonstances, c'est toujours un plus. Ouais, non, c'est clair. Bah, c'est vrai qu'il y a un peu de hasard. Bah, nous, à la base, on n'aime pas trop le hasard, mais en fait, dans certains cas, c'est bien quand même. Ah, là, c'est un tout petit peu. Après, Ouais. trop de hasard, faut pas abuser. Mais donc maintenant, les prochaines phases, c'est-à-dire là, ça fait 4 ans en gros que vous êtes dessus, 1 an sur cette dernière version. Euh, Où est-ce que vous allez aller dans les... bah, comment vous voyez la suite en fait? Bah, là, en gros, on bah, continue à tester, à tester, à tester. Ça, c'est le truc, à mon avis, que tu peux faire à l'infini, quoi. Donc ça, on compte Jusqu'au bout. continuer Mhm. jusqu'au bout. Puis ouais, avec plaisir, hein, s'il y a des gens qui sont chauds de tester, c'est toujours un plaisir de faire découvrir, de faire tester le jeu. C'est vrai que je prends beaucoup de plaisir à ça. Donc ça, c'est un point, le test. Et là, on a commencé la communication. Bah, c'est comme ça que je t'ai contacté, je crois, sur Instagram directement. Oui, oui, on s'est Et croisés bon, sur Instagram et j'ai vu plein de mots qui me plaisaient, alors je suis venu poser des questions. ouais, bah voilà, là, on commence timidement, tranquillement, la communication sur les réseaux. Donc sur Instagram, ce qu'on va faire, c'est que toujours, à chaque image, il y aura une partie d'histoire de l'image qui commente l'image. Et on va faire ça pendant 3 mois. Et en fait, le but, c'est de voir combien de personnes en fait sont intéressées par le projet. Et du coup, on envoie à chaque fois, on invite les gens à s'inscrire à la newsletter. Et parce que du coup, nous, ça nous dit un peu, ok, combien de personnes sont chauds du truc. Et du coup, en fonction de ça, on va avoir deux choix. C'est soit on se lance dans un Kickstarter, soit en fait, on va voir un éditeur qui serait intéressé par ce genre de projet. Mais apparemment, c'est compliqué d'aller voir les éditeurs parce que ils ont plein de projets. Ils ont genre des, voilà, Plein de projets, faut que ça soit dans leur ligne derrière, dans leur ligne éditoriale. Bah, on en avait parlé qu'on avait testé, mais c'est quand même un jeu assez particulier. Il n'y a pas forcément beaucoup d'éditeurs qui sont intéressés par ça. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, ça reste hyper accessible et hyper. En fait, il faut le tester, mais en le testant, ça a l'air hyper naturel et hyper fluide. Donc, le côté qui a l'air très expert de loin, d'un coup, il devient pas si expert que ça, tu vois. ouais. Ouais, c'est vrai que Et c'est un peu le côté un peu frustrant des fois, c'est que j'ai envie de dire à chaque fois que c'est pas un jeu expert, mais quand tu vois la quantité de cartes, ouais, d'effets, etc., tu dis oh là là, c'est un truc expert et tout. Mais en fait,
Moi, je le mettrais intermédiaire, tu vois. Quand tu y as joué une fois, en fait, après, je pense que c'est bon, quoi. Il y a Dross qui fait partie qui aide qui fait partie d'une organisation qui fait des événements de type festival. Il dit que c'est une bonne chose pour choper des éditeurs d'aller dans les festivals pour présenter le jeu. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête? Ouais, on a. Bah, en fait, une fois que. Parce que pour l'instant, on travaille surtout sur Tabletop, parce que c'est pas cher, en fait. Du coup, dès qu'on fait une mise à jour, ça nous coûte juste du temps, mais c'est voilà, pas de papier, quoi. Ouais. Et parce qu'au début, on faisait tout à la main, en fait, soit à la main, soit on imprimait et tout, mais enfin, ça revenait super cher et J'ai c'était pas j'ai- pratique. j'ai d'un ami sur l'équilibrage d'un jeu de confrontation de cartes et les modifs, c'est quasiment à chaque test, quoi. Ouais, Donc c'est ça. Ouais. il a arrêté aussi il a arrêté aussi de faire ça sur papier, c'était trop, ça prenait trop de temps. Alors c'est clair. Donc ouais, bah oui, à terme, par contre, ouais, dès que le jeu tourne vraiment très bien, qu'il y a plus de, enfin, qu'on est prêt à l'imprimer en version propre, effectivement, on va l'envoyer, on va imprimer une dizaine de jeux en maquette, et puis on l'enverra soit aux éditeurs, soit aux influenceurs, tous les gens qui aiment les jeux de société qui veulent tester, et on en profitera pour faire des salons, et puis rencontrer des gens, en fait. Ah oui, moi, j'adorerais tester. Parce que moi, il y a un truc qui me frustre quand je teste un jeu en format tabletop ou tabletopien. C'est le côté, je perds du temps à juste piocher une carte des fois ou Ouais, ouais. que, que là, tu as vraiment le truc en. Tu vois, j'ai même pas eu cette frustration en testant le jeu. Alors pourtant, tu en manipules quelques-unes des cartes. Ah non, c'est clair. Mais ça va. Donc résultat, j'ai vraiment hâte de pouvoir tester ça en vrai un jour avec joie. Donc on parlait de distribution, donc il y avait le choix de trouver un éditeur ou d'aller sur de l'auto-édition en mode KS ou un KS avec un éditeur. En gros, Ouais, non, c'est possible. Ouais, ouais, c'est il y a possible tout aussi. pour Ouais. moi. Euh, vous avez une préférence particulière ou vraiment, tant que le jeu il sort, vous êtes content et vous en fichez un peu de la manière? Franchement, ouais, bah moi je veux pas parler pour Sébastien, mais j'avoue que moi j'ai envie qu'il sorte dans les meilleures conditions. Donc, donc que ce soit avec un éditeur ou sans éditeur, je vois, c'est pas ça l'important. Je pense qu'un éditeur quand même qui a de l'expérience, qui a sorti des gros jeux, etc., ça va nous économiser beaucoup de travail en fait. Mais sinon en fait, on va faire comme pour le reste, hein, c'est-à-dire on va apprendre par nous-mêmes et puis on le fera quand même. Dans tous les cas, en fait, il sortira. C'est juste que quand tu bosses avec des mecs qui bossent dans des boîtes depuis 20 ans, bah, c'est clair que t'es beaucoup plus efficace, quoi. Sinon, t'es obligé de tout apprendre. Genre Tabletop, au début, c'était galère, on a dû tout apprendre par nous-mêmes, tu vois. Et c'est vrai qu'au début, tu perds beaucoup de temps, et en fait, il y a des mecs après qui viennent te dire, ah, mais ça, en fait, t'aurais pu gagner beaucoup de temps en faisant comme ça, comme ça, comme ça. Mais bon, au début, tu sais pas. Donc, Plaisir de la découverte aussi. après, bah, après, et puis le plaisir d'utiliser le truc quand ça fonctionne, quoi. Mais non, carrément pas fermé à rien, en fait. Nous, on veut juste. Là, c'est vrai que l'objectif, c'est de voir combien de personnes peuvent être intéressées par le projet et voir après comment on peut le sortir. Une bonne étude de marché, c'est important. Donc si un éditeur passe sur le replay ou sur ce live, qui n'hésite pas, s'il est intéressé, à contacter Singularity Board Game sur Instagram ou j'ai perdu le nom, c'est Evolution Édition, c'est ça? C'est Sur ça. le site web. Ouais. Donc voilà, et la dernière question, c'est à l'heure actuelle, si on a envie de vous aider ou de tester le jeu, qui revient à peu près au même, soyons clairs, comment on fait? Bah, on a mis à disposition, on a acheté des comptes Tabletop. On a 2 comptes Tabletop qu'on prête à tous ceux qui veulent tester Tabletop, enfin qui l'ont pas en fait. Mhm. Et, parce que c'est 20 euros. Enfin, bon, C'est très cool ça d'ailleurs, je tiens à souligner, il y en a pas, il y en a pas beaucoup qui le font. ouais, bah, il y a des comptes à 5 balles, je crois. Donc on avait de trouver 2 trucs à 5 balles et du coup Ouais, on l'a. quand il y a des promos, c'est bien, mais
faut tomber Et dessus. ouais, faut trouver au bon moment, ouais. Mais du coup, voilà, avec ces deux comptes, si vous me contactez, on peut vous les prêter. Soit vous testez de votre côté, ou soit vous rejoignez le Discord et vous proposez une dispo et on le teste avec vous. Donc ça, c'est une première manière de filer un coup de main, puis bah, voilà, de tester le jeu tout simplement. Et puis l'autre moyen, bah, c'est juste de faire parler de nous, quoi, de partager sur les réseaux, etc. C'est les deux. Et en fait, après, il y a différents types d'aides, hein. C'est-à-dire qu'il y en a qui aiment pas du tout, qui aiment pas du tout les règles, mais il y en a qui adorent les règles. Donc, il y a des gens qui sont beaucoup plus, enfin, qui sont très compétents dans le fait de relire les règles, voir la petite faute et tout. Bah ça, on est carrément preneur. Il y en a qui sont beaucoup plus compétents dans le fait de l'histoire. C'est-à-dire, toi, tu me disais, ta copine, elle aimait bien le RP, l'histoire dans les jeux. Bah tu vois, c'est typiquement le genre de retour que je recherche. C'est-à-dire, est-ce que ce texte, il est bien? Est-ce qu'il est pas maladroit? Est-ce que tu penses que... Enfin, tu vois, c'est les trucs que j'aimerais bien discuter avec des gens, tu vois. Parce que souvent, je fais ça tout seul, et du coup, euh, tu t'as pas la confrontation directe avec quelqu'un, du coup, des fois, il y a des gens qui viennent derrière qui disent, ah là, c'est un peu maladroit, j'aurais préféré, enfin, j'aurais aimé que ce soit plutôt comme ça, comme ça. Elle a dit Donc, qu'elle viendra tester. Ça veut dire que c'est plutôt positif pour l'instant. trop Elle, cool. se... elle ne se déplace pas pour rien. Ah, j'en suis honoré. Honoré. Non, je pense qu'elle a trouvé ça sympa. Elle a déjà dit tout à l'heure que ça lui a donné envie d'aller voir plus loin. Donc je pense qu'on se fera tous les deux au moins les deux premiers scénarios qui sont disponibles en fait sur ce que vous proposez à l'heure actuelle. Il y a deux personnages qui sont Yota Damasen et Damascène. Yota, c'est ça? C'est ça. Donc moi j'ai pu tester les deux vu que j'ai testé deux fois. Qui sont vraiment, vraiment différents. Iota qui va jouer beaucoup avec son pet et les objets qu'elle va pouvoir utiliser. Et Damasen qui est plutôt une espèce de tank. Il fonce dans le tas, il tape quoi. Et qui Ouais. met de la radiation pour pouvoir soit générer plus de défense, soit générer plus de dégâts. Voilà. Bon, après, il y a plusieurs mécaniques qui vont arriver par la suite. Mais vraiment, si ça vous a intéressé un tant soit peu cette soirée, je vous conseille d'aller faire un petit tour sur leur Discord et de demander à tester le jeu ou de me contacter hein, si je suis disponible. Pourquoi pas vous montrer ça. C'est pas très très. En plus, c'est pas très très long non plus. On peut faire je pense qu'à une petite demi-heure, on peut tester le didacticiel et je sais pas combien de temps vous mettez pour faire un des scénarios Bah, quand sur ce disponible. tu maîtrises bien les règles, tu peux le faire en 1 heure, mais quand tu découvres, je pense que c'est plutôt 1 heure et demie pour le scénario 1. Bah voilà. Donc si vous avez 1 heure, 1 heure et demie, go. Voilà. Alors peut-être qu'on fera ça un soir ici en live, pourquoi pas. Si à un moment j'ai un trou et que je sais pas quoi faire, ça peut être une solution de vous montrer ça. C'est en gros pour un premier aperçu de Singularity Blackout. Il y a un mot que j'ai oublié. The Blackout, mais c'est pas, ouais, The Blackout. The Blackout. C'est une. Et, Vas-y. non, et je dis juste, bah, il y a un teaser qui est en train d'être cuit à feu doux là, et il va bientôt sortir. Donc je te le ferai tourner. D'accord. Euh, donc voilà, donc ça c'était une première approche. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous pouvez aller directement aller les poser à Corentin qui s'occupe de l'Instagram. Il y a le Discord, comme je l'ai dit, qui est disponible. Et si vous voulez qu'on fasse une autre soirée là-dessus, parce que ça vous tente, pourquoi pas me le proposer. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer ou autre chose à rajouter? Non, bah merci de l'invitation, c'est super cool. C'est la première fois là que je fais un live pour présenter le jeu. J'espère que j'étais assez clair. Et ça me fait plaisir, en tout cas, merci beaucoup de me donner cette opportunité-là de présenter le jeu. Euh, c'est cool. Et puis ouais, bah merci aux testeurs encore, hein, ceux qui ont testé le jeu qui sont là, merci beaucoup. Ça motive. Et tous ceux Merci. qui motivent.
merci à eux d'être aussi passés sur le live de ce soir. Ça fait plaisir d'avoir des gens qui viennent faire coucou. Je me rappelle plus. Salut Jérémy qui vient passer. Donc Jérémy, je dis oui sur internet, qui a son projet de jeu qui est en financement participatif à partir d'aujourd'hui, qui s'appelle Dictopia. Allez sur Ulule pour voir ça si vous voulez. Et qui vient saluer les illustrations. Je pense que tout le monde est venu saluer les illustrations ce soir et aller acheter Dictopia. C'est exactement ça. Merci à lui d'être passé. Et je te remercie. Et puis si vous avez des idées d'un autre live qu'on pourrait faire, pourquoi pas. Ou je vous inviterai peut-être sur une autre émission justement pour parler de votre jeu. Je ne sais pas. Mais pourquoi pas refaire des choses ensemble. On va vous laisser là-dessus, à moins qu'il y ait des grosses questions qui arrivent, mais je n'ai pas l'impression parce que les gens étaient assez attentifs et je pense que tu étais assez clair. Pour ma part, tu as l'air passionné et je pense que c'est ce qu'il faut pour faire un bon jeu. En tout cas, tu as l'air très impliqué dans ce que tu fais et ça s'est ressenti aussi quand tu m'as présenté le jeu. Donc voilà. Moi, voilà, comme je l'ai dit tout au long de la soirée, je vous propose juste d'aller tester le jeu parce que vous ferez votre idée vous-même. Mais moi, j'ai passé un bon moment, donc je suis très content de vous avoir invité ce soir. Trop cool. Merci à toi. Bah, de rien. Je vais vous dire ciao à tous. Je vous dis à la semaine prochaine. Date de sortie. Il n'y a pas de date de sortie, c'est un prototype, Jérémy. C'est du deck building évolutif, legacy coop. Il fait pas mal de choses, mais c'est très cool. Et si tu veux, je te montrerai ça en off, un de ces quatre. Donc, pour le programme, donc là, je souhaite. Alors, je félicite ceux qui se sont qualifiés au championnat de France, parce qu'avec les meeples francophones, au championnat de France on a 4 nouvelles personnes qui se sont qualifiées au championnat de France de Diceforge. Donc bravo à eux. On essaiera de voir si on a le temps de faire des streams pour suivre les 8 participants, parce qu'on a fait 2 phases de qualification chez nous. Donc on verra si on arrive à faire ça. Merci à eux. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, la semaine prochaine, on va présenter un autre proto qui est la guerre des boulons avec Étienne et Nicolas. Je pense qu'il y aura les deux. Je ne sais pas encore ce qu'on va proposer. On organisera peut-être un tournoi sur le jeu parce qu'ils étaient motivés pour en faire un. Voilà, on les a eu il y a déjà le replay. Il y aura un replay pendant 15 jours si vous voulez suivre l'émission, la faire passer. Et dans le 30, sinon, dernière émission qui est prévue, ça sera sur Dictopia pendant le financement. On va vous faire jouer au jeu. On aura l'éditeur qui sera là pour en parler. Donc n'hésitez pas à venir avec notre ami Jérémy qui sera parmi nous. Donc merci à tous et je vous dis bye bye. Salut. Ciao, ciao.